Eh mon gars, Ouais, mon gars. tu sais ce que c'est qu'un gentilé? Ouais, il me semble que c'est le nom qu'on donne aux habitants d'une ville. Exactement, d'une ville, d'un village, d'un lieu. Et en France, pas mal d'habitants ont des gentilés plutôt rigolos. On peut par exemple penser à la ville de Montcuq, dont les habitants s'appellent les Montcuquois, ou la ville de Puteaux, qui nomme ses habitants les Putéoliens, Ouais. ou les habitants de Bonny-sur-Loire, qui s'appellent les Bonichons, ou encore les habitants de la ville de Vilchien, qui s'appellent les Toutouvillais. Non, tu déconnes. C'est adorable. Et le dernier en date est franchement sympa. Il date de cette année, pas plus tard que le mois de novembre, et concerne les habitants de du village de Aulet, un petit village lorrain. Un vote y a été organisé par la mairie début novembre, donc, pour choisir leur gentilé officiel. Mais les habitants ont massivement rejeté les appellations communes comme Aulésien, Aulois ou Aulégeois. Ils ont en effet préféré adopter leur surnom, dont ils étaient gentiment affublés, et alors avec beaucoup d'humour et un peu de rappel à l'histoire, selon laquelle l'huile produite locale était de mauvaise qualité et noircissait les lampes dans lesquelles elle était utilisée. Les habitants d'Aulet s'appelleront dorénavant et officiellement les culs brûlés. Longue vie aux culs brûlés. Ouais. Je me fume une clope et puis du truc comme ça quoi. Pas mal, c'est français. Ah, j'ai donné à boire à Polo. C'est un bon compagnon, Polo. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te pète par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse. Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Nous nous retrouvons toutes les 2 semaines pour vous parler de 2 sujets à la fois, tirés au hasard. On vous propose de passer une petite heure de détente, où on parle de plein de trucs sur des trucs très intéressants, et où on rigole bien, parce que rigoler c'est... Important. rigolo. Rigoler c'est rigoler, c'est rigolo. Et T'as capté ? importer, c'est... Continue. Bon bref. Par les temps qui courent, c'est important de se faire plaisir tout en se cultivant un peu. Et oui, parce que, à bien y réfléchir, peut-être que des podcasts de vulgarisation comme le nôtre deviendront cruciaux dans le futur. Parce qu'à en croire Sarkozy et ses copains, il faut réduire le nombre de profs dans l'éducation nationale. Donc peut-être que nous serons les profs du futur, qui sait. Oh là là, et quelle bande de petits vénards. Ah ouais, vous avez de la chance. Et ça ne trompe pas, car vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter, et ça fait plaisir. Bon, par contre, si on pouvait arrêter de casser toujours plus le service public, ce serait bien quand même. Ce serait quand même sympa. Et ce n'est pas mon camarade qui me contredira. En effet, je ne suis pas seul dans cette folle aventure, car je suis bien entendu accompagné de mon vieux gars, mon dude, Goth. Comment ça va? Ça va excessivement bien. Excessivement bien? Excessivement. Toujours dans l'excès, celui-ci. Je suis Christophe Lambert. Oui. Alors installez-vous confortablement, car comme à l'accoutumée, on vous présente 2 sujets très intéressants, et ça commence maintenant. Vache. Les vaches. Les vaches sont parmi les créatures les plus douces qui respirent. Aucune ne montre plus de tendresse passionnée envers ses petits lorsqu'ils en sont privés. Et en bref, je n'ai pas honte de professer un amour profond pour ces créatures silencieuses. C'est par ces mots que l'écrivain anglais du XVIIIe siècle, Thomas de Quincey, confessait son amour des vaches. Et il faut bien le reconnaître, les vaches inspirent la douceur. Leur démarche, leur mastication lente mais déterminée, leur capacité à t'observer sans scier, le tout dans une prairie où elles paissent en toute tranquillité, tout invite à la sérénité avec les vaches. Oh, qu'est-ce que je me sens bien quand tu dis Ah, tout ça. t'as vu la détente, ah, mon là, gars, là, hein. là, là. Et si ces bêtes nous paraissent familières, c'est parce qu'elles sont à nos côtés depuis bien longtemps. Ça fait plus de 10 000 ans que l'humanité les a domestiquées. Appartenant à la famille des Bos taurus, donc on peut retrouver les bœufs, les zébus également, qui elle-même appartient au groupe des Bos primigenius, comme l'auroch, espèce aujourd'hui éteinte. Cette espèce serait apparue il y a 2 millions d'années en Inde
et au gré de ses déplacements a colonisé l'Europe, la Chine et l'Afrique du Nord. Les premières traces de domestication se retrouvent dans 2 endroits distincts, à savoir l'Anatolie. Donc c'est marrant d'ailleurs parce que tu parlais des chats en Anatolie il y a 10 000 ans. Ouais, mais ça commence toujours en Anatolie, on dirait. Mais C'est exactement. genre, tout vient de là. Mais on Tout est vient de là. d'accord. Ouais, ouais. Bah l'empereur de l'humanité, tout ça, Tout quoi. ça, ouais. Mm. Et on parle pas de Napoléon. Ah, non. Donc on retrouve donc ces premières traces de domestication donc en Anatolie et dans la vallée de l'Indus, qui se trouve entre l'Inde et le Pakistan. Il y a un contentieux, ceci dit, sur les premières traces de domestication, car une étude de 2012 menée par des chercheurs allemands vient contredire cette affirmation. En effet, selon eux, les premiers bovins domestiques viennent du Proche-Orient ancien, donc ce qui se situe en gros entre le Levant, l'Iran et la Mésopotamie. Voilà. C'est dans cette, selon eux, ce serait dans cette zone géographique-là. Le croissant fertile. Exactement. La diffusion se fera ensuite progressivement en Afrique, en Europe, dans les steppes asiatiques du Nord, et enfin l'Amérique et l'Océanie. Des différents mouvements de population et suite aux croisements avec des espèces de même famille, nos chères vaches ont un bagage génétique très riche et varié, pas comme la famille royale d'Espagne en gros. Voilà, c'est une petite crotte de nez. Petite comme crotte ça. de nez, voilà, c'est on vrai, aime bien tiens. ça les crottes de nez. nous. Un petit fion comme ça fait toujours plaisir. Il existe donc pléthore de familles de bovins. Et alors, Goth, laquelle de ces familles n'existe pas? Est-ce le Bos brachyceros? Est-ce le Bos africanus? Est-ce le Bos dromedarius? Ou est-ce le Bos indicus? Oh là là, donc ça, ok. Donc Bos brachyceros, africanus, dromedarius ou indicus? Bah, je dirais que c'est parce que ça paraît trop évident, parce que tu dis boss, voilà, tu penses chameau, tu penses cigarette, tu penses tout ça, camel. Moi, je dirais que celui qui n'existe pas, c'est Dromedarius. Et c'est une très bonne réponse. Allez. Effectivement, car le Bos dromedarius n'existe tout simplement pas. Je me suis inspiré du Camelus dromedarius, donc Le chameau. le dromadaire. Ah, le dromadaire, Voilà, pardon. Qui exactement. a qu'une bosse. Ou autrement appelé le chameau d'Arabie. Voilà, c'est mammifère artiodactyle de la famille des camélidés. Voilà. Le Bos brachyceros, quant à lui, est considéré comme étant l'ancêtre des races suisses. C'est un bœuf des marais de petite taille qui porte de courtes cornes. Voilà. Ah, tu décris ça. Non, mais je t'en prie, continue. Le Bos africanus, quant à lui, bon bah voilà, hein, il vient D'Amérique du Sud. de Mésopotamie. Mais en plus c'est ça quoi. Et le Bos indicus, quant à lui, il s'agit du zébu originaire de la vallée de l'Indus. Voilà. De l'Indus. De l'Indus. Où il fume plein de clopes Ouais, aussi au là-bas, comme ça, ouais, ouais, à plein fond, d'Indus. à fond, mon Ouais, gars. ouais, carrément. Alors j'avais hésité avec le Bos americanus, mais je m'étais dit que ça allait être peut-être un peu trop gros. T'as capté? Par rapport au requin qui bouffe trop de Big Mac. Ouais, parce que. Ouais! T'as capté le Big Mac? Le Big Mac, mon gars, tout ça, c'est- ouais, exactement. Ouais. Le Big Mac fait à base de bœuf, mon gars, t'as capté? Ah là là, mais T'es ça vraiment fuse. l'as de la sémantique. Ah toi. mais ça fuse, mon gars, toujours. Sans transition, abordons maintenant leur alimentation. Alors là, selon les sources, les informations varient. Selon le site sellagri.be, qui est un site belge, il y était décrit donc en gros quelle quantité de nourriture et d'eau ils ont besoin. Donc pour une vache laitière, il lui faut entre 15 et 20 kilos de matière sèche par jour à manger. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en termes d'eau, environ 70 litres. Ce qui est colossal. Ouais, c'est énorme. C'est, je sais pas, c'est une baignoire, genre. Non, je crois qu'une bière, c'est un peu plus. Mais bon, c'est beaucoup, Mais ça quoi qu'il fait en quand soit. même beaucoup. Ça Ouais. fait un bel abreuvoir. On est d'accord. Et selon le site laviande.fr, ça s'invente pas. Hein. Non, mais de toute façon, souvent, c'est les sources les plus évidentes qui sont les meilleures. On Comme est d'accord. Napoléon.org. Et, Enfin, voilà, ça, c'est- exactement, ouais, tout bien à sûr. fait. Selon le site donc la viande.fr, la part d'herbe représente 70% de la ration alimentaire d'une vache. Donc pas étonnant qu'elles passent leur journée à ça en gros quoi. Évidemment, les farines animales, parties non consommées des carcasses bovines et de cadavres d'animaux, sont interdites, mais étaient à l'époque utilisées comme complément alimentaire pour les vaches. On connaît tous donc l'épidémie de la vache folle,
qui trouve son origine au Royaume-Uni et qui atteint son pic en 1992. Donc c'est une maladie neurodégénérative qui rend les gens, qui tue les gens quoi. Ouais, je venais un peu zinzin. Ouais, un peu zinzin, Ouais. zinzizounet. Cette maladie dégénérative peut se transmettre à l'homme et des cas étaient toujours recensés en 2007 au Canada. Ce qui a conduit à un embargo des États-Unis et du Japon sur la viande canadienne. C'est quand même sévère quoi. Mais ce sont les Américains, quant à eux, encore eux, qui donnent la description la plus précise de la consommation alimentaire des vaches à l'échelle humaine. Donc, selon le site ars.usda.gov, bon, voilà, le département de recherche, qui est le département de recherche sur l'agriculture. Je préférais maviande.fr. quand Ouais, même, ouais, c'est plus, ouais. c'est plus simple. C'est comme si on mangeait 360 burgers et buvait 600 briques de lait par jour. Alors ça, tu sais quoi, pour moi ça c'est un samedi. Hein. Je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a d'étonnant. On est d'accord. Refermons donc cette petite partie sur l'alimentation des vaches et parlons maintenant du sexe chez les vaches. Oh, non, le sexe. le On va sexe, parler, arrêtez, mon super, on va gars. parler de Ouais, sexe. le sexe, c'est cool. Et à n'en pas douter, c'est la partie la plus intéressante, le cul, mon gars, ouais. Alors comment ça se passe ? Eh bien tout simplement, le taureau arrive avec sa grosse verge turgescente et veineuse qu'il enfonce dans la vulve humide de la génisse. Alors blague à part, Ah, vas-y, ouais. et comme pour la plupart des animaux, il est conditionné par un cycle sexuel propice à la reproduction. Selon le site lemacdesanimaux.westfrance.fr, je cite, j'ai beaucoup de sources là. Ah ouais, non, et que des sources excellentes. Ah ouais. La durée moyenne du cycle sexuel chez la vache est comprise en 19 et 23 jours, cycle qui se répète toute l'année. La phase d'ovulation est accompagnée de signes de chaleur qui durent entre 6 et 30 heures. La vache accepte alors le chevauchement par un mâle où d'autres vaches meuglent davantage et se montrent plus agitées. Elle retient aussi son lait, sa vulve est gonflée et présente quelques écoulements glaireux. Oui, bon bah ça va, c'est la nature, mon Ah non, gars. mais alors j'ai fait aucun commentaire. C'est la beauté de la nature. C'est Ouais, la d'accord. beauté de la nature, ouais. Entre les chaleurs s'étire une période de repos d'environ 19 jours, pendant laquelle la femelle refuse la saillie. Une fois fécondée, la période de gestation est d'environ 9 mois, comme chez les êtres humains. Oh, c'est marrant ça. Ouais, c'est marrant. On est hein. synchronisés quoi. Ouais, exactement. Ah ouais. Voilà, donc pas de mystère hein, quant au sexe chez les vaches, hein, ça ressemble plus ou moins à nous, quoi. Sauf que bon, ça se passe souvent dans une étape, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est différent. Il y a pas de plumard chez Après, les il n'y a chez les rien qui empêche deux êtres humains de copuler dans une étable. Hein. Et ça C'est peut-être vrai. même que c'est déjà arrivé. vaches. Ah, il y a même des films porno qui se passent dans des étapes, donc bon, voilà, quoi. Donc, Ah, il y a un marché quoi. il y a un marché, Il y a un exact, marché. on est Ouais, d'accord. ok. On est d'accord. Passons maintenant à l'imaginaire qui nourrit l'esprit des hommes et le rôle des vaches dans l'imaginaire des hommes. Car évidemment, étant donné que les vaches nous accompagnent depuis si longtemps, comme les chats et les chiens, rien d'étonnant à ce qu'on retrouve donc les vaches dans des contes, des histoires mythologiques et autres récits visant à expliquer le divin. En Europe, le mythe le plus connu est sûrement celui du Minotaure. Le mythe racontant cet être divin avec une tête de taureau et un corps humain qui dévore les âmes perdues dans son dédale. Cependant, la culture populaire semble oublier un détail pour le moins important. En effet, un autre élément du taureau y est présent. Mon cher Goth, lequel ? Est-ce ses sabots ? Est-ce sa queue ? Est-ce sa queue ? Ou est-ce son slip ? Bah mon gars, on sort pas les couilles à l'air quoi. Hein ? Alors, c'est donc ses sabots ou sa queue? Ou sa queue. Ah, d'accord, oui, celle qui devient turgescente, donc. Oui, Oui, ok. et veineuse. Et veineuse. Bleue. Ok, alors attends. Ah, tu sais quoi? Vu que ça fait référence à la mythologie et qu'ils étaient quand même souvent à poil. J'aime bien l'association d'idées. Ouais, je pense que c'est sa bonne verge. Sa bonne verge. Ouais. Et c'est une mauvaise réponse Ah malheureusement. non. C'est sa queue de derrière. Oui. Ah ouais, parce que j'ai essayé de me retrouver des représentations du Minotaure. Il me disait, est-ce qu'il avait une queue ou pas? Bah, Et si. j'arrivais pas à... En fait, si, il est muni d'une queue derrière. Ah ok, parce que Mm. tu sais, des fois sur les, tu sais, les amphores ou les vases, tu sais, noirs, souvent Mm. avec des dessins Ouais, orange, ouais. et tu sais, ils sont de profil, et bah, souvent les hommes, tu vois, ils ont leur petit zigouigoui là quand même, on le voit bien. C'est Je vrai. me dis, peut-être que sur la représentation du Minotaure,
peut-être qu'il y avait le zigouigoui aussi. C'est Même pour le ça, zigouigoui d'humain. Voilà, donc un petit zigouigoui d'humain, mais une queue de taureau par contre. Ok. Voilà. Sans transition. Ah, c'est très intéressant. Ah en tout cas. ouais. Ah ouais, très très intéressant. Dans les mythologies européennes, les vaches sont, donc dans d'autres mythologies européennes, les vaches sont des figures centrales dans plein de mythes fondateurs, comme par exemple dans la mythologie celtique, où il est décrit une histoire de rivalité entre deux époux qui s'opposent par l'intermédiaire d'un veau blanc et d'un taureau noir. Voilà. Dans la mythologie grecque, Io, amante de Zeus transformé en vache blanche, fuyant le courroux de Héra, qui est elle la femme de Zeus, elle donnera son nom à la mer Ionienne. Et ensuite, dans la mythologie nordique, la vache Audhumla, qui libérera Buri, père de tous les dieux, et notamment Odin. Donc sans vache, il n'y a pas d'Odin, mon gars. Ouais, pas de tort non plus. Pas de tort, ouais, c'est Ouais, clair. ouais. Et bien entendu, la vache la plus connue du monde se trouve dans quoi? La vache d'Interville? La mythologie indienne? Le Big Mac ou la vache qui rit? Ah, c'est la mythologie indienne enfin. Évidemment. Allez. Mais c'est une bonne réponse, effectivement. En tant que dieu de la protection, la compassion, la tendresse et l'amour, Krishna est l'un des dieux les plus célèbres de l'hindouisme. Les Hare Krishna. D'accord, ok. Eh ouais. Ouais. Il est l'une des divinités majeures de cette religion. Vache à la peau bleue, tout ce qui en provient est sacré. Son lait en tant que produit alimentaire et qui peut prendre plusieurs formes. Son pipi qui peut servir dans des rites de purification. Et son caca qui sert de fertilisant pour la terre. Ah ouais, donc là on perd rien quoi. Ah, rien du tout quoi. Quoi qu'il en soit, ce rapport à cette divinité en Inde explique aussi en partie pourquoi une grande partie de la population indienne est végétarienne. La tranche haute d'études datant pas plus tard que cette année estime que 39% des Indiens sont végétariens. Ce qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, effectivement. C'est bizarre parce que moi j'aurais dit plus. Étonnamment. Bah après, bon, ils mangent pas de vache, mais bon, après, ils mangent... Du cochon. Ouais, voilà, ils ouais. mangent du jambon, voilà. Ouais. Enfin, Oui, c'est ça. Du jambon Herta qu'on trouve très facilement à Bangalore ou. ouais, sûrement. Ouais, bien sûr. C'est le Exactement. plat national d'ailleurs. Hein. On est d'accord. Ils aiment bien le goût des choses simples. Les vaches sont indispensables à nos sociétés modernes. On en a besoin pour bouffer, pour s'habiller, pour prier. Et malgré les maladies provoquées par la surexploitation et la pollution que son exploitation génère, il semblerait que rien n'empêche la consommation croissante de produits laitiers venant des vaches. Avec l'émergence de nouvelles puissances, cette demande augmente toujours, comme s'il n'y avait finalement jamais de limite à la consommation. Un proverbe indien dit « Il faut accepter les coups de pied de la vache quand on accepte son lait et son beurre ». C'est pas plein de sagesse ça? Bah c'est donnant mon gars. Bah ouais, exactement. Comme si on pouvait croire qu'on pouvait se rendre dans un endroit, foutre le bordel, se ridiculiser et repartir comme si rien ne s'était passé, alors qu'au fond, tu sais que tu as merdé et que ta réputation est ternie à tout jamais. Et d'ailleurs, tu vas pas nous parler de ça, toi, un peu, toi? Un peu. C'est vraiment trop bien. On aime tous ça. La télé-réalité, on adore tout ça. Autant le dire tout de suite, la télé-réalité et plus particulièrement ses récentes itérations me sont complètement étrangères. À part des titres d'émissions sur Netflix et des extraits d'engueulades scriptés au zapping, ce genre visuel m'est plutôt inconnu. Alors comme d'hab, on se retrousse les manches et on plonge dans cet univers que l'on va voir est tellement merveilleux. Définition. La télé-réalité est un genre télévisuel dont le principe est de suivre, le plus souvent sur un mode feuilletonnant et par le biais de la fiction, la vie quotidienne d'anonymes ou de célébrités sélectionnées pour participer à une émission télévisée. Ok, Voilà, clair ça, et précis. les bails sont posés. Alors remontons aux origines, parce qu'on n'a pas attendu notre époque actuelle et glorieuse où il suffit d'envoyer un groupe d'influenceurs incultes dans une villa pour les faire s'engueuler avec un maximum de fautes de syntaxe. Non, la télé-réalité a réellement ses origines dans les années 70 aux États-Unis, dans l'émission An American Family, Ok. traduit par Une famille américaine, diffusée sur PBS, qui s'introduit pour la première fois dans la vie privée d'une famille américaine, qui était totalement inconnue, pour relater, après 300 heures de tournage transformées en 12 épisodes, les conséquences d'un divorce sur ce foyer californien.
Le Fun. Ah putain. Voilà, ça C'est c'était la première, vraiment considérée comme la première émission de D'accord, télé-réalité d'accord. en tant que telle. Et donc, des suites de ce tournage, le couple a divorcé, c'est ça que tu dis? Ou c'était déjà prévu ce truc-là? Non, en fait, c'est que c'est le foyer. Ah, ils ont déjà divorcé en fait. Ah, Et ils voient d'accord. comment ça se passe après. Ah, c'est C'est Ok. horrible. C'est vraiment horrible. Et en France alors? en France. Oui. La première télé-réalité? Ouais, d'après toi. Bah, c'était comment ça s'appelait? Loft Story. Alors oui, mais on va remonter encore plus loin que ça. Ah bon? Et ouais, parce que durant l'écriture de ce sujet, je me suis rappelé d'un truc. C'était Valéry Giscard d'Estaing. Qui dès son arrivée... Et ouais, non mais attention. Hein. Dès son arrivée à l'Élysée en 74, il a voulu s'inviter à dîner chez les Français pour mieux regarder la France au fond des yeux. Je voulais les voir de plus près. Quelle belle imitation. Lorsqu'il annonce son idée en décembre de la même année, donc en 74, Giscard provoque l'engouement des Français. Les invitations affluent à l'Élysée, 1500 pour le seul mois de janvier 75. Des candidatures, bien sûr, passées au peigne fin par les services de l'Élysée. Mais en fait, grosse déception, parce que j'ai découvert dans mes recherches que si Giscard a bien été dîner chez les Français, ça n'a pas été filmé. Bah. Ça a été un outil de communication, mais le dîner en lui-même n'était pas filmé de bout en bout. C'est dommage. C'est très dommage. Parce que je pense que Lina aurait pu nous fournir. Et j'ai regardé sur le site de l'INA, il y a uniquement les témoignages des gens Ouais. voilà, qui disent « Oh, ça faisait quoi d'avoir le président à la maison et tout ?» Et gênant. Ouais, ils étaient un petit peu intimidés au début, puis voilà. Mais bon, du coup, ça rentre pas dans le cadre. C'est pas une télé-réalité parce que du coup, c'est pas... Ah, mais ça, comme expérience, comme expérience sociale, c'est quand même assez fascinant parce qu'imagine quand même un aristo Ouais, qui s'invite bouffer chez des prolos quoi. ouais, exactement. Honnêtement, le fossé culturel qu'il devait y avoir, ça devait être. Ça devait être assez massif. Ouais, franchement. Et ouais. il avait aussi invité à dîner des éboueurs immigrés à l'Élysée. Ah ouais. Ouais. Ah, mais là... c'est dommage. mais que pareil, ce- tout ça, ça a pas été filmé en fait. Bah, c'est Ou vraiment très dommage. brièvement, c'est vraiment... Ouais. Donc bon, du coup voilà, malheureusement, on va pas pouvoir développer plus sur Giscard et c'était la réalité, mais ce n'est pas grave, car nous avons autre chose, à savoir l'émission Striptease. Mais oui, évidemment. Décaper, ce n'est pas polir, informer, ce n'est pas couvrir, striptease, c'est pas du cul, c'est pire. Alors ça, c'est Marco Lamenche, donc c'est le co-créateur de cette émission franco-belge, qui commença en 1987. Alors striptease, pour ceux qui connaissent pas, au-delà du générique que tout le monde connaît, l'idée est de filmer des tranches de vie de personnes diverses, fans de tuning, patrons de bar, médecins, chômeurs, geeks des années 90, le tout sans aucun commentaire ou voix off et un montage très simple, se reposant principalement sur des plans séquences, ce qui donne des situations vraiment proches du réel, avec par exemple quelque chose qui est impensable dans tout programme télé actuellement et qui est pourtant récurrent dans Striptease, des silences. Ouais. Tu vas avoir des longues séquences comme ça, juste de contemplation de gens qui sont pas forcément en train de parler, mais qui sont juste observés dans leur vie quotidienne en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. T'as forcément quelqu'un en train de parler, t'as forcément, Ouais, tu vois. ouais. Alors parmi les émissions les plus connues, il y a évidemment la soucoupe volante. Ah ça. Voilà, tu te souviens de Ah bah fond carrément le vieux monsieur qui vivait avec sa vieille maman Ouais. et Qui gardait un perroquet mort dans son tiroir. Oh là Et là. en plus, c'était une soucoupe volante en bois. Ouais, Enfin, genre- grave. Non, mais c'était Par contre, la soucoupe volante, elle avait un Velux. Hein. quand même. Ah, elle a quand même un Velux. Il y avait 135.3 dB. Ouais. Donc les fans de tuning qui vont participer à des concours de volume de musique. Oui, dans- c'est ça, ouais. Dans ouais. CR21, qui est vraiment très belle. Pastis sur ordonnance, avec le médecin qui est aussi patron de bar. Et il y en a encore d'autres qui valent vachement le détour, comme... Moi, un de mes Ouais. préférés, c'est à droite toute. Ah, Celui j'y viens, avec- j'y viens. Ah, d'accord, ok, autant Ah, pour moi. Vas-y, t'as vas-y. pris ta petite serpe, tu m'as coupé l'air Ouais, sous le pied, dis donc. encore une fois, je suis désolé. Il y a Délégation de très haut niveau en 2000 qui relate le voyage officiel d'une délégation parlementaire belge de différentes sensibilités politiques en Corée du Nord. Il y a Tiens ta droite en Ah, 1995 tiens, ta droite, ok, ouais. qui évoque le néonazisme chez une famille ayant une vision très arrêtée de l'histoire. Mhm. Eux, a priori, ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchaient. Pensez pour toi, Bardella. Show Business de 1993, ça parle du docteur Martineau qui avait cryogénisé son épouse morte depuis 1984 dans l'espoir qu'elle y survive. Non. Je t'assure que c'est vrai. Ah, alors celui-là, je connaissais pas celui-là. Alors avec plus de 800 émissions, en 2012 sort le reportage Recherche bergère désespérément qui raconte la solitude de Damien, agriculteur célibataire,
dont les grands-parents veulent rompre la solitude et ils font appel à une agence matrimoniale afin de le remettre en relation avec une jeune roumaine. Regardée par près de 900 000 téléspectateurs, elle a provoqué un scandale du fait que l'émission là est allée trop loin dans ce qu'elle montre, ouais. Et ça signera la fin de Striptease, celle qu'on la connaît. Il y a eu des tentatives de ressusciter l'émission en 2019, mais c'était plus le même esprit. Ouais, bah non, évidemment. Donc quoi. ça n'a pas pris. Non, c'est vraiment une série qui est propre aux années 90, quoi. Ouais, Striptease. clairement. Ouais, il y avait vraiment un côté désuet, un peu innocent. Ouais. C'est... Non, mais c'est exactement ça. C'était pur, en fait, comme truc, parce que, comme tu dis, il n'y avait pas de commentaires, il n'y avait pas de mise en scène. Non. C'était juste de l'observation de gens, souvent des gens quand même un peu haut en couleur, quand même. Oui, ils choisissaient quand même des profils particuliers. Ouais, par c'est clair. contre, j'ai lu dans une interview du réalisateur qui disait que, par contre, des fois, il fallait qu'on tourne pendant des jours et des jours avant d'arriver à enfin des séquences qui garderaient avoir dans du l'émission. matériel, quoi. Parce qu'au final, il tournait des fois pendant plusieurs semaines pour une émission de 30 minutes, quoi. Mmh, Donc c'est dire Ouais. à quel point c'était quand même un travail de longue haleine. tu m'étonnes. Alors là, on va commencer à se diriger vers la télé-réalité telle que tout le monde la connaît, avec évidemment Big Brother. Mmh. C'est donc la première version de cette émission a été diffusée en 99 sur Veronica, donc c'est une chaîne aux Pays-Bas. Dans la première saison, la maison était très basique. Bien qu'il y avait des commodités essentielles telles que l'eau courante, des meubles et une portion limitée de nourriture, les articles de luxe étaient souvent interdits. Ça ajoutait un petit peu un côté survie à l'émission. Ouais. Et ça augmentait évidemment le, le potentiel de tension sociale. On y retrouve des éléments encore présents dans des émissions actuelles, comme par exemple le confessionnal, Mmh. où les colocataires partagent leurs états d'âme et révèlent les candidats qu'ils veulent expulser de la villa. Donc c'est D'accord. là que ce fameux concept Ok. est arrivé qu'on retrouve dans toutes les Bon, émissions maintenant. ça a presque pas changé, en fait. Hein. Très peu, Ouais. très peu, ouais. Et alors le nom Big Brother vient de quelle grande œuvre de littérature, Sam? Oh, tiens. S'agit-il de Mon potager plaisir de Jean-Pierre Coff, de Miette de Loana, de Oui Oui et la voiture jaune d'Edith Blyton, ou de 1984 de George Orwell? Bon, on va pas faire de mystère, hein. Mais 1984. réfléchis quand même. Ouais, alors je réfléchis. 1984 de George Orwell. Et c'est une bonne réponse. Ouais. Oui, 1984, où Big Brother est la personnification même de l'oppression. Alors, qu'est-ce qu'une télé-réalité réellement? Parce que quand on participe à une émission de télévision, et là je pense à candidat à un jeu TV, par exemple Question pour un champion, la personne s'inscrit, est contactée par la production et participe au jeu suite à un casting, mais a priori ne signe pas de contrat avec la production. Mmh. En tout cas, pas un contrat qui s'apparenterait à un contrat de travail. Il est maintenant de notoriété publique suite à de nombreux témoignages que les émissions de télé-réalité sont scriptées depuis leur tout début, avec des participants qu'on faisait boire pour augmenter les tensions, des disputes mises en scène. Au final, tout est prévu du début à la fin par la prod, restent les réactions des candidats qui s'ajoutent à ça, mais tout au final en restant quand même sur des rails. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que les participants de ces émissions sont authentiques, qu'ils sont là pour l'expérience? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers le monde décalé et tellement bigarré de la justice. J'ai eu cette information avec une collègue juriste, que je salue d'ailleurs si tu nous écoutes. La Cour de cassation, le 3 juin 2009, a rendu un arrêt concernant plusieurs participants de l'émission L'île de la Tentation, diffusée en 2003. Est-ce que tu te souviens du concept de l'émission? L'île de la Tentation, c'était en gros, t'envoyais des beaux gosses et des belles gosses sur une île et puis ça se draguait, quoi, en gros, c'était ça, quoi. Ah non, c'est beaucoup plus vicelard que ça. Ah bon? Non. Je me souviens pas alors. Non. En fait, t'avais un certain nombre de couples qui étaient envoyés sur une île. des couples. Et ok. t'avais des beaux gosses et des belles gosses qui étaient là pour les tenter. Ah voilà, ok, d'accord, ouais. Oh, le truc, mais racoleur au possible, quoi. Exactement. Et alors, donc, les participants avaient demandé la requalification de leur contrat de participation en contrat de travail et le paiement de salaire et d'indemnité. La société Glem, devenue depuis TF1 Productions, a contesté ces demandes, affirmant que l'activité des participants ne constituait pas un travail au sens du droit du travail. La Cour d'appel, c'est fou, hein. Alors, la Cour d'appel avait donc donné raison aux participants, constatant qu'ils devaient suivre des règles strictes imposées par la société de production, ce qui constituait un lien de subordination caractéristique à un contrat de travail. Ouais. La Cour de cassation a confirmé cette analyse, mais a annulé la condamnation de TF1 à payer une indemnité pour travail dissimulé, estimant que cette décision n'était pas suffisamment motivée. Le cas a ensuite été renvoyé devant la Cour d'appel pour être réexaminé, mais n'a pas fait jurisprudence. Donc il n'y a pas eu de loi qui en a découlé.
Cela donna malgré tout lieu à une révision de copie pour les entreprises de production qui désormais préfèrent prendre les devants dès qu'il s'agit d'une émission de télé-réalité en faisant signer des contrats de travail. Voilà, comme ça au moins. Ouais, voilà. Et j'ai trouvé des exemples sur le site de l'INA qui est très très bien documenté comme à son habitude. Donc en 2014, Philippe Duron participe une deuxième fois à Koh-Lanta pour une saison spéciale, c'est genre le retour des héros. Ouais. Tu vois. Et il dit, cette fois, contrairement à ma première participation, j'ai signé un contrat de travail, j'avais une fiche de paie et j'ai été déclaré comme intermittent du spectacle. Ah ouais. Intermittent du spectacle. Donc Ok. c'est-à-dire que clairement, bon. Vient ensuite Maud Michotte, la gagnante de la saison 20 de Koh-Lanta, diffusée en 2019. Elle explique que le planning, je fais des air quotes, Ouais. le planning s'articule en période de 3 jours, dont le troisième est un jour de repos. Le premier, on a l'épreuve de confort. Le deuxième, celle pour l'immunité. Le troisième, on n'a rien, mais on a quand même le conseil le soir qui dure minimum 1h30. Dure la vie. Dur la vie, ouais. Voilà, moi ça me rappelle vraiment quand ils nous donnaient notre planning, tu sais, dans notre premier job en Irlande. Grave. C'est. Alors toi, t'as quoi comme shift ce coup-ci Ouais, je travaille tout le week-end. Ah, c'est trop relou. Je finis à 23h. Donc bon, voilà, du coup, ça casse un peu le côté réalité. Tu vois, c'est bon. Ouais, c'est clair. Si ces émissions sont plus perçues par les candidats comme des télécrochets ou des jeux d'aventure, d'autres émissions telles que les Anges de la télé-réalité ou les Ch'tis versus les Marseillais s'en différencient. Les candidats participent davantage à ces émissions pour accroître leur notoriété, voire pour faire carrière dans la télé-réalité. Alors que les participants de The Voice ou Koh-Lanta disent détester la télé-réalité et sont plus là pour l'expérience, mais sous contrat quand même. Toujours sous contrat. On est d'accord. Passons maintenant à une télé-réalité particulière. Au départ, j'ai voulu parler de quelques télé-réalités dans le monde, mais je vais plutôt m'attarder sur celle-là parce que je la trouve absolument fascinante. Il s'agit de The Prize Contest Life. C'est une émission japonaise dont le nom original est Sosono Denpa Shonen. Toi, t'as autant de mal à lire les noms japonais que moi les noms japonais, russes. c'est dur. Mais donc, par contre, on voit, il faut avoir l'esprit shonen Ouais. pour cette émission. Donc, elle date de 1998, où Tomoaki Amatsu, un japonais de 22 ans, a été enfermé nu dans un appartement pendant 15 mois, avec pour seule compagnie des magazines renfermant des concours publicitaires qu'il devait remporter pour se nourrir ou s'habiller. Il était dans une pièce sans fenêtre, sans vêtements, ni objets de première nécessité, pas même du papier toilette. Et il n'avait aucun contact avec le monde extérieur. Il y en a qui appellent ça de la télé, moi j'appelle ça Guantanamo. Ah non, franchement, ouais, ça alors- parle de la torture, quoi. Alors voilà, au fur et à mesure que l'émission progressait, il a réussi dans de nombreux concours auxquels il a participé à gagner des trucs, mais les prix qu'il a remportés n'étaient pas toujours d'une grande utilité. Parmi lesquels des pneus, des balles de golf, une tente, un globe, un ours en peluche et des billets pour Spice World, le film. Le fait qu'il s'affaiblissait ne semblait pas beaucoup préoccuper les producteurs, dont l'un suggère dans un documentaire, dont je vais parler un peu après, qu'il aurait vraiment pu mourir s'il n'avait pas gagné du riz dans l'un de ses prix. Ah, parce que vraiment, il y avait aucune indulgence de fait. Il y a un moment donné où il devait quand même lui donner mais genre pareil, genre du riz nature, ou tu vois, genre un petit, juste pour qu'il survive en fait. Mais c'est abusé, quoi. Comment c'est possible, quoi? Et alors, combien a-t-il gagné? Parce que, pour participer à ce truc quand même. Parce que il fallait pour gagner, c'est pour ça que ça durait 15 mois, c'était sans durée définie. Ouais. Il fallait qu'il arrive à un total de 1 million de yens de gains, soit l'équivalent de 8 000 $. D'accord. C'est là que le jeu s'est arrêté. Ok. Et alors d'après toi, Sam, combien est-ce qu'il a gagné, lui, suite à la participation à cette émission? Y a pas de suggestion? Non, là juste comme ça là. Combien est-ce qu'il a gagné? Ouais, combien il a gagné? Voilà, Euh, c'est quoi lui son prix? Ah, les 1 million de yens. Non, il a quand même gagné 100 000 $, ce qui est quand même une belle Ok. somme, même si on parle d'une torture qui a duré 15 mois. Ouais, puis les séquelles psychologiques, le mec il a été à l'isolation, enfin limite presque à l'isolement comme en prison, enfin c'est quand même taré, quoi. Et il y a un petit plus. Ah. C'est que Tomoaki Amatsu était persuadé que l'émission était enregistrée pour être diffusée après sa sortie. Elle était en réalité proposée en direct à la télévision japonaise, de quoi lui garantir une belle surprise lorsque ça s'est terminé. Il a été acclamé par des millions de téléspectateurs ravis de ses aventures, mais lui n'en avait absolument aucune idée. Oh là Tu veux là, la manière dont ça s'est déroulé? c'est horrible. C'est que ils ont tout du long en fait depuis le début, sa pièce était posée sur une scène, ce qui fait qu'une fois que le jeu s'est terminé, les murs sont tombés et il s'est retrouvé devant une salle pleine de gens. En fait.
Oh non, mais c'est horrible. C'est absolument horrible. C'est Truman Show, quoi. Exactement. En découvrant le poteau rose, il est entré dans un épisode dépressif majeur, doublé de paranoïa et de pensées suicidaires. Donc là, ça se trouve dans un documentaire qui est sur Disney+, qui s'appelle The Candidate. Donc je l'ai pas, j'ai découvert ça trop récemment, donc J'ai j'ai trop pas envie pu de le le regarder regarder. là maintenant, quoi. Mais ouais, moi je vais le regarder aussi parce qu'apparemment Mais c'est c'est horrible. hallucinant quoi. Et donc en fait, pendant 24 heures sur 24, il filmait un mec à poil dans une petite pièce carrée. Alors ça doit pas être par contre intéressant du tout comme émission, Non. mais par contre entendre le point de vue des showrunners, des réalisateurs, des scénaristes ou je sais pas quoi, ça doit être... Et lui, il y est dans ce documentaire le... Ouais. Ah ouais, mais il est toujours vivant et tout. Hein. Il a refait sa vie Voilà, depuis, quoi, juste j'imagine. qu'il a dû avoir une phase de sas pas terrible. Ah ouais, non. Genre non, très non. très bof. Ah, quelle horreur, quoi. Genre que même 100 000 $, ça compense pas quoi. Ah non, là, franchement, non, carrément pas, quoi. Donc sur cette note très joyeuse, voilà mon petit billet sur la télé-réalité. Pour en avoir parlé autour de moi, il apparaît que ce genre de divertissement est quand même énormément apprécié pour la détente qu'il procure. Parce que très souvent, ce sont des programmes qui ne nécessitent pas beaucoup d'efforts mental. On débranche son cerveau, on se laisse porter, et c'est très bien. Si c'est votre kiff, surtout continuez et faites-vous plaisir. Et à ceux qui vous disent que vous perdez votre temps avec ce genre de contenu, comme disait le grand philosophe David Gollis de Love Story saison 2, tu les emmerdes avec un grand A. Dans ton culture. Nous voilà dans le débrief, le moment de l'émission où on débrief, entre vieux gars. Dis-moi, juste avant que je lance l'enregistrement, tu me parlais de qui là ? De quelle émission ? De Moundir. Ah oui. Le fameux Moundir, quoi. Moundir. Avec ses fameuses sorties philosophiques. Bon, Puis j'ai surtout pas quand d'exemple. il a quitté l'émission, quoi. Ouais, non, Salaud République bananière Enculé mais non, Pourquoi être aussi corrompu mais ouais, non, mais c'est vrai qu'autant maintenant c'est ultra scripté, tout le bazar. Enfin, en fait, il s'avère que même les premières versions, genre Love Story, c'est le fameux, par exemple, épisode du jacuzzi Oui. entre Loana et. Bah, il y a un documentaire qui est Jean-Edouard. sorti là-dessus il y a Ah pas ouais longtemps. Et a priori, ça, c'est la productrice qui a dit que ils ont pas fait zig-zig dans la piscine. Ouais, c'était simulé en fait, quoi. Ouais, mais ils l'ont fait après. Ah, mais bah, pas dans ça, la par piscine. contre, ça c'est possible, quoi. Mais pas dans la piscine. D'accord, pas dans la Voilà. piscine, mais. Ouais. Mais bon, n'empêche qu'au final, c'était quand même. Enfin, je me rappelle, j'étais ado. J'avais regardé la première parce que c'était un événement en France, ce truc. Mais quoi. tout le monde a regardé, Ouais. je pense. Vraiment, ça, Ah c'est. ouais. Je pense que c'est la seule émission de télé-réalité où, franchement, c'est très très dur de trouver quelqu'un de notre génération, donc qui actuellement aurait une trentaine d'années, tu vois, qui a pas regardé. Ouais, donc, franchement, C'est- c'était un c'est assez événement. rare, quoi. hein, ouais. Ouais, vraiment, quoi. Alors que pourtant, c'est quand même un concept excessivement basique, quoi. Bah non, et puis en plus, le truc, c'est que la première émission, bon, peut-être que dans les épisodes suivants, tu vois, l'épisode était on va dire, rythmé avec des épreuves, tu vois, des trucs comme ça. Mais le premier épisode, il s'est littéralement rien passé, Il quoi. faisait rien, quoi. En gros, on a vu des gens, des inconnus, se retrouver dans une même pièce et se dire bonjour. Oui. Super. Puis après, ils allaient à la piscine. Et ils se Puis sont après, bourrés la gueule, et ouais. puis voilà, quoi. Mais ouais. Ouais, parce que oui, apparemment, il y avait, ouais, clairement, il les faisait picoler, puis Ouais. même pas forcément que. Mais après, faut voir dans le documentaire, parce que là, j'ai pas toutes les infos, donc je veux pas. C'est sûr. Et du coup, je pose une question un peu plus ouverte, parce qu'au début, je me suis dit, ouais, je vais garder comme question à la fin, vraiment, qu'est-ce que la télé-réalité ? Mais je l'ai un peu expliqué, tu vois, dans mon propos, donc c'était pas la peine. Du coup, qu'est-ce que la réalité ? Oh, piou. Bah ça, il faut regarder le documentaire sur Matrix qui est sorti, le documentaire Arte sur Matrix, qui est sorti il y a quelques semaines et qui est absolument excellent. On s'écarte complètement du sujet. Ouais, à donf. Mais- Et ça explique par contre ce que c'est que la réalité ? Non, mais bon, en fait, ça explique surtout la mentalité, la personnalité des Wachowski, des sœurs Wachowski et leur rapport avec la Matrix, la perception. Et t'as une grosse mise en parallèle avec la post-vérité, dont notamment Trump est le pourfendeur, tu vois. Et c'est fascinant. Allez le regarder, ce documentaire sur Matrix de Arte, il est trop bien. Mais bon, bref, revenons-en au sujet. Mais alors, qu'est-ce que la réalité ? Eh bien, moi je pense que c'est ce qu'on a clairement sous les yeux, donc du coup, Ouais, quelque part. si ce que l'on voit est vrai, du coup c'est que c'est la réalité. Si je te mets une claque maintenant, tu vas savoir que c'est la réalité quand Ah bah, même. je vais sentir que c'est vrai. Bah oui, évidemment. Voilà. Donc, mais je vais laisser le doute planer et je ne vais pas te claquer. Voilà. Comme ça, tu ne sauras pas si c'est la réalité. Ou hors antenne. Ou en antenne, ouais.
Bon, bah écoute, du coup, moi je trouve qu'on a bien répondu à la question. Ah ouais, alors, tellement de philosophie là. Alors bon, allez, pour faire une petite transition, j'ai envie de te citer quelques répliques de candidats de télé-réalité S'il que te j'ai plaît, trouvées, s'il parce te que plaît. ça c'est vraiment, je pense que c'est limite le truc que tout le monde attendait. Le Moyen-Âge, c'est avant ou après Jésus-Christ? Alors ça c'est Kim dans Les Marseillais. Je suis têtu comme une moule. C'est tellement mignon. Alors ça c'est Daniela dans Secret Story. Ah, c'est adorable. Et ma préférée de toutes, et puis en plus ça fait un lien avec ton sujet, sur la face cachée de la Lune. Ouais. Ah, qui est d'ailleurs mon épisode préféré. Hein. Ouais, ah oui, Ah, clairement, faux. moi aussi Ah, j'adore. Je ah, crois que et c'est de loin. un de nos meilleurs, je Ah crois. ouais, vraiment. Quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas? Moi je pensais qu'il y en avait au moins 2 lunes, parce que tu imagines si en France ils ont la même lune que nous, et qu'elle est là? Quoi? Ouais, parce qu'en fait ils sont à Rio, tu vois. Ah, Et donc, du coup, elle ok. regarde la lune et puis elle se dit, ouais mais sinon on voit la lune, est-ce qu'il la voit aussi en France, ou alors est-ce qu'il y a 2 lunes? Ah ouais, d'accord, ok. Tu penses que c'est une platiste, elle? Bah écoute, je ne sais pas. Tu penses qu'elle sait que la Terre est ronde? Non, bon, ça c'est du mépris. Je suis désolé. Là on va trop loin. ouais, là mademoiselle, on va je suis trop, faut désolé. pas trop supposer. Mais bon, par contre, ouais. Mais des fois, tu te demandes, parce que t'as vraiment des gens qui sont quand même dépeints avec une bêtise crasse dans ces émissions-là, et tu te demandes si c'est pas justement calculé ce truc-là, quoi. Si ouais, c'est c'est pas ça, fait juste pour exprès, faire quoi. réagir. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu ça fonctionne, c'est un peu comme Par les réseaux contre, sociaux en fait. je suis têtu comme une moule. C'est adorable. Mais par contre, c'est qu'il y a quand même un lien entre nos deux sujets, parce que il y a eu la ferme célébrité. Eh, Excuse-moi, je buvais une gorgée de bière, j'ai pas pu répondre. Mais et oui, ouais, c'est et vrai. ouais, Mais effectivement. c'est vrai. Avec Massimo Gardia, Je n'en ai plus. Ah, mais c'était des stars. Evangeli, ouais. Et qui devaient aller traire des vaches. Ouais, et, ouais, et Daniel Gilbert. Oh là là là. Que là des là. grandes célébrités. Ah, Ah, là, sur- c'était- surtout Massimo Gardia. Tu m'étonnes. Et au niveau des vaches, Bah moi j'avais juste envie de parler du fait que j'adore les vaches également. Je suis comme De Quincy, l'écrivain anglais que j'ai cité au début de mon sujet. J'ai beaucoup de tendresse envers les vaches. Je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Je sais pas ce que t'en penses toi. ah moi je trouve aussi. Mm. Moi je suis un peu plus gêné par l'odeur, mais après ça c'est Après bon voilà. peut-être que je suis trop urbain. Tu es possible. Mais Possible. par contre, et c'est peut-être que c'est parce qu'on est breton, mais je suis moins gêné par l'odeur du lisier par exemple. C'est là où c'est paradoxal. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, Mais bon après moi non. par contre, je franchement, passe à côté d'une exploitation de vaches laitières. Ah, je sais pas, moi ça me prend tout de suite. Ah bah on va dire que ce sent pas le axe quoi. C'est, Ouais, exactement. ça, Et c'est sûr. alors, moi j'étais quand même vachement surpris que tu parles pas de leur bon gros paix. Parce que c'est quand même un des gros problèmes liés à la pollution. Effectivement, c'est vrai. Mais bon, c'est pas le plus gros problème lié à la pollution pour les vaches. Hein. Le plus gros problème de pollution lié aux vaches, c'est leur exploitation. Leur consommation, ouais. Et c'est c'est les installations, quoi, tout simplement. C'est les fermes en fait qui polluent énormément. C'est leur gros caca dont on sait pas quoi faire. Mais ça, de toute façon, ça c'est un aspect que j'ai pas traité en fait sciemment, parce que je voulais plutôt parler pour une fois, tu vois, du côté un peu positif. Je comprends. Souvent, j'ai souvent tendance à bifurquer vers les côtés où on va parler genre de l'exploitation ou du manque de liberté ou tu sais ce genre de choses. Ou des quoi. vaches hublots. Voilà, bah ça exactement J'étais ça par d'ailleurs exemple. très surpris que t'en aies pas parlé du tout, mais après, bon, c'est vrai que du coup, si tu veux vraiment rester sur le côté positif, bon, Mais c'est non, pas non, mais évident, après, non, mais justement, le côté vache hublot, enfin, c'est horrible. Pour les gens qui savent pas, en gros, pour permettre aux vaches de digérer plus rapidement, c'est aux Pays-Bas. En fait, on a creusé des trous, on a fait des trous dans les flancs des vaches, qu'on a ensuite cerclé d'un anneau en plastique. Un ou truc hublot, comme un ça, hublot de une trappe, bateau, quoi. ouais. Comme un hublot de bateau. Et ce qui permet en fait aux scientifiques ou fermiers, peu importe, en fait, d'aller racler la surface de l'estomac des vaches pour en fait ensuite faire des études sur leur digestion et tout ça quoi. Et c'est horrible. Ouais, Je suis désolé, c'est vraiment pas justifié quoi ce truc là quoi. Ouais, on dirait de la science-fiction le truc. Ah quoi. non, C'est... non. Ouais. C'est absolument horrible quoi. Mais bon après bon s'il y avait que ça, mais bon ça je crois que c'est vraiment le pinacle de la dégueulasserie. Ouais, on se croirait dans un film de science-fiction. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, vraiment dégueulasse. Ah oui, tiens, il y avait un truc que je voulais dire. J'avais vu il y a quelques années, mais c'est un truc qui a été arrêté au dernier moment. Mais c'était un milliardaire russe qui avait prévu de faire une télé-réalité J'ai en failli mode en parler. hardcore. J'ai failli en parler, mais en fait, ça a été un énorme canular. En fait, c'est pas arrivé. Ah, c'est pas arrivé ce Non, truc-là c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé, effectivement, mais il y avait un projet. Il y avait un projet, ouais, c'était de larguer littéralement des gens en Sibérie. Ouais.
Et il fallait qu'ils retrouvent la civilisation, mais genre, ils étaient méga loin, quoi. Ouais, et en mode, genre, ils avaient des armes et tout, il y avait... Non, ils avaient pas de grosses armes à feu. Ah, C'est mais- ça le concept. Ah, mais il y avait quand même des armes, quoi. Genre, ils avaient peut-être des haches ou des... Peut-être, ouais, mais pas possible. d'armes à feu. Et D'accord. par contre, on parle quand même d'une région où t'as des loups, des ours. Ouais, voilà, où t'as toutes les chances Puis de les ours crever, de quoi. Sibérie, tu peux imaginer que c'est comme des ours, mais en plus vénère. Tu Parce qu'on est en m'étonnes. Sibérie. Et puis, russe, quoi. Donc Puis voilà, russe, quoi. donc Vénère, forcément. quoi, évidemment. Et je voulais parler d'un dernier truc avant qu'on termine ce débrief. C'était 2 émissions dont j'ai entendu parler par rapport à des collègues de boulot. En fait, je vais juste les résumer rapidement parce que les deux sont quand même assez glauques. La deuxième plus que l'autre, mais tu vas voir. La première s'appelle Naked Attraction. Ah oui, oui. Ouais, C'est une. Ah, tu connais? ouais je connais, ouais. Ah bah vas-y, Ouais. c'est quoi alors? Bah, en gros, c'est des prétendants, entre Ouais. guillemets, sont présentés, enfin, sont cachés au gars ou à la nana qui va sélectionner le mec ou la femme qu'elle aime bien. Et en fait, leur révélation physique se fait de haut en bas. Donc, Non, en de fait, base en haut. oui, de bas en haut, excuse-moi. Et donc, on commence par voir d'abord leur sexe, puis leur torse, et puis Et puis leur Robert. voilà. Et pour finir par leur visage, quoi. Et honnêtement, je trouve que le concept est pas mal, en fait, parce que je trouve que ça permet de vraiment casser la barrière du complexe physique, quoi. Parce que du coup, tu te retrouves face à des mecs qui ont des petites bites, ou des mecs qui ont des sexes hyper volumineux, enfin voilà, ou des sexes biscornus, pareil pour les nanas. Tu Ouais, vois. mais c'est quand même pas extrêmement superficiel, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que- Ça l'est évidemment parce que tu bases le truc sur le physique, mais bon, c'est une émission anglaise, Ouais. il me semble. Ouais, c'est Et britannique, ouais. déjà c'est la présentatrice, elle est hyper drôle. Il y a vraiment un bon sens de l'humour, mais c'est vraiment en mode, c'est bon, vas-y, on s'en bat. On est avec nos complexes, avec nos bourrelets, notre cellulite et nos pieds crochus, et on est comme ça, quoi. Et pour le coup, je trouve que c'est pas racoleur en mode, tu vois, c'est un peu voyeur évidemment, mais c'est pas racoleur dans le sens où tu vas pas regarder des beautés, quoi, ou des gens absolument beaux, quoi. C'est juste des gens de tous les jours, quoi. C'est comme si toi et moi on se foutait à poil. Ah et bah allez allez mon gars, Allez, on se fait à avec poil. nos différences corporelles et tout, quoi. Et l'émission en fait tente à justement faire abstraction de ça, quoi. C'est ouais, on est comme on est, et puis voilà. Donc voilà, j'ai pas forcément une mauvaise opinion de cette émission là, mais bon. Ah bah je te remercie, t'as décrit tout le truc, j'ai absolument rien d'autre à rajouter. Bah voilà. Parce que la dernière... c'est très intéressant, rentre dans tout ce que- la dernière émission dont je voulais parler, c'était There's Something About Miriam. C'est Ah, ça une me parle pas, émission ça. pareille du UK qui date de début 2000, et tu Ouais. vas comprendre que son concept a très mal vieilli. C'est un peu un genre de Bachelor où voilà, des prétendants, donc que des mecs, vont devoir séduire une femme qui s'appelle Mariam. Ok. Le petit twist, c'est que le gagnant découvre au moment où il a gagné que Mariam est transsexuelle. Et alors, sur le moment, ça a de quoi faire rigoler, mais je trouve ça absolument horrible. Non, mais Enfin, non, mais- c'est affreux. Enfin, Ouais. c'est comment vraiment, enfin, c'est extrêmement réducteur. Bah déjà, Puis c'est utiliser la transsexualité comme un moyen, un truc drôle, quoi. Ouais. Genre, pour le coup, ça c'est racoleur. eh, quoi. avant, il y avait une bite. Ouais. Ah bah bon, ok, on est un peu au-delà de ça, quoi. Non, mais même, je trouve ça abusé, quoi, pour tout le monde, pour les participants, Bah pour elle, quoi. pour elle qui risque de subir, tu vois, un backlash par rapport à ça, qui risque de se faire critiquer. Alors malheureusement, j'ai pas plus de détails en fait. C'est juste des collègues de boulot qui m'en Ouais. ont parlé. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé après. J'espère que ça va. Ouais. Mais malheureusement, ça c'est une info que j'ai pas, quoi. Non, mais bon, je pense qu'après ça, c'est pas forcément ce qui compte le plus, mais même, je trouve que ce projet comme ça de tromper, on va dire, les participants, comme ce mec japonais que t'as décrit tout à l'heure, là, Ouais. qui était pas au courant que l'émission était en direct, quoi. T'es là, enfin, c'est abusé. En fait, tu te sers de la détresse, au final, ou de la naïveté, ou de... Ouais, mais parce qu'ils savent que d'une certaine manière, ça va plaire à l'audience, quoi. Ouais. Mais c'est abusé quand même. Ouais, Il faut se mettre des limites, quoi. On n'est pas, on n'est pas dans la fosse au lion, quoi. On va se calmer. Enfin, bon, à croire que si, en fait, mais Ouais, un petit peu quand même, hein. légèrement. Et du coup, un mot de la fin. Platane. Oh, il est beau celui-là.
Et bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de changer de sujet dans votre prochain entretien d'embauche et vous rendre très intéressant. Waouh, t'es allé beaucoup trop vite, mon gars. Ouais, je sais. Non, bon. Ouais, je sais. Bref, de toute façon, je vous dis ça toutes les 2 semaines, donc vous savez presque ce que ça veut dire. On vous revient dans tous les cas avec une nouvelle émission dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts, mettez-nous 5 étoiles pour qu'on se retrouve dans les suggestions de podcasts de milliards de personnes. Et évidemment, rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties, nous laisser des commentaires si vous le souhaitez, et bien entendu, nous soumettre vos idées de sujets. Allez, passez une bonne fin de Gros journée. bisous, Kenavo les tout le monde. Ciao, ciao. Je suis pas ton pote, mon gars! Et moi, je suis pas ton gars, mec! Oh, c'est pas ton mec, mon pote! Je suis pas ton pote, mon gars! On n'est pas tes gars, mec! Je suis pas votre mec!